Dans les ventes, tu t'es sûrement déjà fait dire qu'il fallait que tu augmentes ton closing rate pour faire plus de ventes. Puis la réalité, c'est que c'est vrai. Hein? Si tu convertis à un plus haut taux, ben, tu vas générer plus de ventes, donc plus d'argent. Fait que la réflexion est vraie. L'affaire avec ça, c'est qu'il y a un paquet d'autres métriques que tu peux travailler dessus conjointement à ton closing rate pour aller générer plus de ventes. Puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Les autres métriques sur lesquelles tu devrais te concentrer pour augmenter ton nombre de ventes puis faire plus d'argent au final, parce qu'il n'y a pas juste le closing rate. Mais avant de rentrer là-dedans aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est encore plus important quand on parle de chiffres, c'est de tracker nos chiffres. Donc, la réalité, c'est qu'on fait beaucoup d'audits dans beaucoup de départements des ventes et très peu de départements ont des chiffres qui sont soit un précis ou deux présents. Donc, souvent, ils ne traquent pas les chiffres ou le seul chiffre qu'ils vont tracker, c'est le closing rate. Puis d'autres fois, c'est comme, ben, on track un paquet de chiffres, mais quand tu te mets à faire un deep dive dedans, ils sont tellement mal trackés qu'ils ne sont même pas fiables et on ne peut même pas les utiliser. Fait qu'en ce moment, ce que je t'apprête à dire, c'est que c'est méga important, c'est fondamental dans les ventes. Si tu vises à t'améliorer, si tu vises à faire plus d'argent, il faut que tu traques tes chiffres. Donc, il faut que tu aies un tracker, que ce soit par l'entremise de ton CRM ou par l'entremise d'un tracker Excel, Google Sheet que tu peux bâtir toi-même. Tu dois absolument mettre un petit tracker comme ça sur pied pour être en mesure de calculer la portée de tes actions en ce moment. Parce que, puis moi, c'est toujours un peu comme ça, je le vois. C'est un peu comme si, exemple, je ferais du fitness en ce moment, je veux perdre du poids, on va dire. C'est sûr que si je veux perdre du poids, que j'ai un objectif de, je sais pas moi, perdre 30-40 livres d'ici l'été, c'est sûr que si je ne track pas qu'est-ce que je mange, le nombre de steps que je fais, le nombre de workouts que je fais, le temps que je m'entraîne, le temps que je dors, si je track absolument rien en ce moment, si j'ai aucun chiffre sur rien, bien, ça se peut que je perde du poids, mais les chances que j'en perde pas ou que j'arrive pas à terme avec mon objectif sont pas mal plus élevées que le contraire, right? Fait que c'est pour ça que quand tu entreprends un programme de perte de poids, d'habitude, bien, tu vas te mettre à tracker un paquet de choses qu'auparavant tu ne traquais pas. Bien, c'est la même chose dans les ventes. Si tu as un objectif spécifique de vouloir faire plus d'argent en ce moment, dans un délai X, que dans 6 mois, tu aimerais ça faire X montant, bien, il faut absolument que tu traques tes chiffres parce que pour moi, sinon, tout ce que tu fais en ce moment, c'est un gros coup d'épée dans l'eau. Parce que la partie la plus importante, c'est pas de prendre un appel puis de faire quelque chose dans l'appel. La partie la plus importante, c'est de prendre un appel puis surtout d'avoir le chiffre derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment là l'endroit où est-ce que c'est le plus important parce que c'est là qu'on va pouvoir optimiser. Puis tout ce qu'on ne track pas, on ne peut pas l'optimiser tout simplement. Fait que si aujourd'hui tu veux faire plus d'argent, optimiser certaines choses dans ton travail, si tu ne le track pas, on ne peut pas l'optimiser. Puis c'est pour ça que je parle que c'est un coup d'épée dans l'eau parce que oui, tu as peut-être pris un appel, oui, tu as peut-être fait une rencontre, mais vu qu'on ne connaît pas la portée de cette action-là, on n'est pas en mesure de venir l'optimiser. Puis la partie la plus importante dans tout ça, c'est l'optimisation. C'est qu'est-ce qu'on va faire en deuxième temps. Ce n'est pas un problème d'être où est-ce qu'on est. C'est un problème de ne pas savoir quoi faire pour aller ailleurs, tout simplement, aller dans un meilleur endroit, right? Fait que super important comme point de départ, quand on parle de chiffres, guys, ça vous prend un tracker. Ça peut être sorti du CRM, ces chiffres-là, ou ça peut être sorti d'un tracker Excel. Je vais vous le dire comme ça, avant que ça sorte du CRM, parce que les CRM sont souvent mal montés, puis c'est pour ça qu'on n'est pas capable d'avoir du bon reporting d'habitude, bien, bâtissez-vous un tracker. Ça prend littéralement pas de temps. Avec les intelligences artificielles en plus maintenant, ça peut aller encore plus vite. Donc, en 1 heure ou 2, vous avez un petit tracker de base vraiment simple où est-ce que vous êtes capable de calculer la portée de vos actions en ce moment. Fait que, point de départ, super important. Maintenant, on parlait tantôt du closing rate. On va en parler tantôt du closing rate parce qu'il y a aussi des choses que je veux vous apporter comme perspective dessus. Mais on va commencer avec le show-up rate. Donc, si tu y penses 2 secondes, tu sais, en ce moment, on va dire que tu convertis à un 30 %. Ton show-up rate, c'est vraiment le taux de présence des gens, des prospects à ton calendrier. Fait qu'on va dire que tu as 10 appels cette semaine, bien, c'est combien de gens se sont présentés sur ces 10 appels-là. Fait que si je n'ai eu 7 sur 10, bien, j'ai 70 % de show-up rate. Si j'ai 5 personnes sur 10, j'ai 50 % de show-up rate. Si j'ai 3 personnes sur 10, j'ai 30 % de show-up rate. Donc, c'est ce chiffre-là qu'on veut venir isoler. Pourquoi? Vraiment simple, quand tu y penses vraiment simplement comme ça, si j'ai un meilleur show-up rate, fait que si, exemple, je suis à 50 % en ce moment, bien, une personne sur 2 se présente à mes rencontres. Si je suis à 70 %, bien là, j'ai plus de gens qui se présentent dans le même spectre de temps. Fait qu'on va dire que j'avais 10 appels dans ma journée. Bien là, j'ai 7 personnes que je vais parler au lieu de 5. Donc, j'ai 2 personnes de plus. Et bien, vous avez un pourcentage de conversion. Vous avez peut-être un 30 % de closing rate en ce moment. Bien, si j'accumule 2 personnes de plus à tous les jours parce que j'ai optimisé mon show-up rate, bien, la réalité, c'est que je vais en convertir 30 % de ces 2 personnes-là tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, puis à l'année au complet. Fait que, veux pas, il faut le comprendre, mais c'est une métrique qui est super importante à venir optimiser au maximum
parce que ça ne demande aucune compétence. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent, plus compétent dans les ventes pour aller optimiser ce chiffre-là. Et un coup que tu l'optimises, puis tu es dans une très bonne zone, puis je vais revenir, c'est quoi une très bonne zone dans pas long, mais du moment que tu l'as optimisé, il faut que tu le comprennes bien, mais tu vas juste faire plus d'argent cette année en changeant absolument pas tes compétences de vente. Là, donc, vraiment important. Fait que show up rate, super important. Donc, ça prend maintenant une direction là-dedans, puis c'est ça que je vais vous donner aujourd'hui, comme c'est où est-ce que je me situe, c'est quoi un bon show-up rate, c'est quoi un mauvais show-up rate finalement. Écoutez, moi, je vais vous parler d'une manière générale ici, mais j'ai comme 3 aspects, fait qu'on va dire faible, moyen, puis excellent. Un show-up rate qui est faible, pour moi, c'est un show-up rate qui est en bas de 60 OK? Donc ça, c'est vraiment, on a une grosse lacune, on a un gros problème, ça devrait être vraiment un red flag en ce moment qu'on veut focusser dessus, parce qu'en bas de 60 il faut juste le comprendre, mais on protège notre temps et notre énergie. Ça veut dire que pendant une journée de temps, si j'ai 8 calls, j'en ai à peu près juste 4 qui vont se présenter. C'est vraiment pas beaucoup, c'est une énorme perte de temps. Sur ma journée complète de travail, sur 8 heures de travail, j'en travaille seulement 4. That's crazy. Fait que vraiment, c'est un gros problème. Fait que moi, tout ce qui est en bas de 60 pour moi, je considère ça comme vraiment faible. Un show-up rate qui est moyen pour moi, fait que tu es dans la norme, que ce n'est pas un gros red flag, tu vas être entre 60 à 70 Fait que ça, c'est dans une bonne zone, c'est bien. C'est pas parfait, mais c'est bien. Puis après ça, on a toujours la partie de l'excellence. Donc là, on va parler de 70 et plus. Moi, quand je parle d'excellence, je vais jouer surtout dans le 70 à 80 du 90 à 100 là, à part dans le B2B, je n'ai pas vraiment ça. Dans le B2C, c'est assez rare. Mais sinon, c'est entre 70 et 80 dans le B2C, c'est quelque chose qui est possible. Donc, ça vous donne un peu où est-ce que vous êtes en ce moment pour vous situer avec ça. Fait que, c'est comme si vous le voyez bien en ce moment, si vous êtes en bas de 60 bien, sachez que c'est un gros red flag. Fait que tantôt, on parlait d'augmenter son closing rate. Bien, moi, si j'étais à 55 de show-up rate ou à 60 de show-up rate, je focuserais là-dessus au lieu d'augmenter mon closing rate en ce moment. Bien évidemment, en fonction de combien est mon closing rate. Là, si j'étais à 4 c'est sûr qu'il faut que je focus sur mon closing rate. Mais si dans des normes de base, mon closing rate, c'est là-dessus que je focuserais en priorité. Puis ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est comme comment est-ce qu'on optimise un show-up rate. On a déjà des capsules là-dessus, fait que vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'on a mis là-dedans. Puis la réalité, c'est qu'il y a facilement, tu sais, moi de mon côté, il y a à peu près au moins 12 à 15 choses qu'on peut faire pour être en mesure d'optimiser un show-up rate dans la vie. Fait qu'évidemment, on ne va pas parler de toutes ces choses-là, mais on peut parler des principales en ce moment. Fait que si vous êtes dans une zone où est-ce que votre show-up rate il est faible, en fait, c'est juste de se demander c'est quoi mes pistes de solutions ici. Puis tu sais, les pistes de solutions premières que je vous dirais, c'est juste comme mauvais timing de rendez-vous. Fait que tu sais, est-ce que tu bookes les rendez-vous en haut de 72 heures ou en bas de 72 heures? En haut de 72 heures, c'est sûr et certain, on le voit mathématiquement dans n'importe quelle équipe que je gère, comme il y a un gros drop-off qui va se faire là, même des fois après 48 heures. Fait que c'est important d'analyser quand on fait ces petites choses-là, mais même après 48 heures, il y a certains domaines qu'on est dedans en ce moment où est-ce qu'il y a un gros drop-off, alors que 72 heures est souvent une norme. Mais sur certaines entreprises, sur certains types de clients, 48 heures, c'est vraiment le name of the game, puis on n'a pas le choix de respecter ça. Fait que ça, c'est une chose. Fait que c'est mauvais timing de rendez-vous. Autre chose, pas de contact humain avant l'appel. On est dans un ère où est-ce que les automatisations, les AI, tout ça sort, ça existe, c'est numéro un, ça nous aide. Absolument. Puis I'm all about it. Comme si en ce moment, tu n'intègres pas du AI dans tout ce que tu fais puis comment tu travailles, clairement, tu manques la vague du money making en ce moment. Comme l'argent se trouve là, les plus grandes entreprises de ce monde investissent des milliards en ce moment dans le développement du AI à l'interne. Si tu ne le fais pas en ce moment, il faut que tu comprennes que tu ne suis pas la track, là, tu ne suis pas Val d'Or en ce moment, là, comme tu es à côté, fait que tu es après manquer le boat. Fait que je suis all about it. Le point maintenant, c'est que les ventes, ça reste quelque chose d'humain. OK? Donc, c'est un contact humain, la vente de A à Z, tout ce qui se passe là-dedans, setting, closing, follow-up, name it, c'est de l'humain qui est là-dedans. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que pas de contact humain avant l'appel, c'est un problème? On pourrait en parler longtemps, il y a des podcasts là-dessus, fait que vous pouvez aller écouter. Mais grosso modo, c'est qu'on est dans un process qui est humain et d'automatiser ce process-là par des AI et tout ça, généralement, ça va apporter des résultats qui sont vraiment moins bons que si on avait mis des humains dans le process, tout simplement. Les gens veulent parler avec des êtres humains. Pas plus compliqué que ça. OK? Donc, s'il n'y a pas un contact humain avant la rencontre, c'est normal que ton show-up rate soit vraiment pas bon. Fait que, juste de rajouter un contact humain. Moi, je fais des confirmations de rendez-vous H24, donc 24 heures avant le rendez-vous, où est-ce que c'est le vendeur qui va appeler. Sinon, tu peux le mettre le matin du rendez-vous aussi. Tu peux jouer avec le principe comme tu veux, mais ça prend un humain qui confirme le rendez-vous tout simplement.
Après ça, je te dirais aussi comment est-ce que le set y est fait, puis la qualité de l'autobook funnel. C'est un autobook funnel, dans quoi est-ce que tu travailles en ce moment. Fait que tu sais, dans un autobook funnel, des fois, la VSL, les ressources, les courriels, il y en a juste ben trop qui sont envoyés. Fait que c'est toutes des choses que tu dois analyser. Tu sais, ça, je l'ai vu vraiment souvent. Maintenant, j'ai vu une stratégie, c'était comme 20 courriels en 3 jours. C'était pour ramp up le client dans son intention. Puis tout ça, je suis comme, what the fuck, man? Le client, c'est sûr qu'il fait juste débarquer de ça. Fait que tu sais, il y a plein de stratégies qui sont weird de même. Puis toutes les ressources qui sont envoyées aussi avant la rencontre. Fait que, tu sais, encore une fois, on est rentré dans une nouvelle compagnie, puis il y avait beaucoup de textes qui étaient très, très, très pushy. Tu sais, il nous reste juste 10 places disponibles. Assure-toi d'être là pour le rendez-vous, des trucs comme ça. Alors qu'on est en 2026, tout le monde sait qu'un course en ligne, il y a de la place à l'infini, littéralement, tu sais. Fait que plein de petites choses comme ça, juste la cohérence de l'écosystème quand tu as un autobook funnel, vraiment important, parce qu'on voit beaucoup d'endroits de drop-off là-dedans d'habitude, comment que c'est monté. Puis de l'autre côté, comme je te disais, comment est-ce que le set y est fait? Fait que si ça passe par un setter, c'est comme, est-ce que le setter set comme du monde fait bien sa job? Est-ce qu'il vend bien l'appel de vente en ce moment? Est-ce qu'il amène vraiment un client dans un espace où est-ce qu'il voit clairement son problème, il voit clairement qu'il en a besoin puis qu'il veut l'avoir, excuse-moi? Est-ce que c'est clairement fait? Puis est-ce que c'est vraiment bien dit, bien verbalisé que toutes ces choses-là vont être discutées dans la rencontre puis qu'il y a un hype qui est bâti derrière ça? Fait que la qualité du set va vraiment faire foi-tout aussi sur le show-up rate. Fait que c'est peut-être pas ton problème parce que c'est toi, c'est pas toi qui. C'est peut-être pas de ta faute en ce moment que le set soit pas bien fait, mais ça devient ton problème. Fait que c'est important que tu analyses qu'est-ce qu'on t'envoie et de quelle manière qu'on te l'envoie. Fait que grosso modo, ça, c'est pas mal les points de base que je te dirais qu'il faut absolument avoir pour être certain d'avoir un bon show-up rate. Après ça, c'est là où est-ce que j'ai un paquet de stratégies puis un paquet d'approches différentes dépendamment du contexte puis ce qui se passe, mais ça, c'est la base pour avoir un bon show-up rate. Fait que fais juste mettre ça en place en ce moment. Fait que show-up rate. Fait que ça, c'est un benchmark que tu devrais vraiment tracker de ton côté, pas juste ton closing rate. Autre chose maintenant, le nombre d'offres faites. Fait qu'il y a beaucoup de polémiques autour du nombre d'offres faites, là, parce qu'il y a du monde qui sont comme c'est une métrique qui sert absolument à rien, puis il y en a d'autres qui sont comme ah, ouais, ça vaut vraiment quelque chose. Moi, je suis assez mitigé entre les deux. Je la track en plus, mais je suis mitigé entre les deux dans le sens que c'est pas la métrique la plus utile de la planète Terre, mais elle n'est pas complètement inutile. Il faut juste comprendre sa fonction en ce moment. Puis, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est qu'essentiellement, le nombre d'offres faites, fait que c'est essentiellement le nombre de gens que tu as parlé en appel de vente, puis à combien d'entre eux est-ce que tu as fait un offre? À combien d'entre eux est-ce que tu as fait un pitch, une présentation de ton offre de service? C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi est-ce qu'on le track? Pourquoi est-ce que je le track, du moins moi? C'est très simple, mais c'est parce qu'il y a souvent il y a souvent dans les départements des ventes, il y a souvent du monde qui, je vais le dire de même, qui se tape la gueule avec des closing rates de 80 puis de 75 puis des trucs de même. Puis après ça, bien, quand tu descends puis tu commences à analyser ça, c'est que là, tu te rends compte que la personne présente à très peu de gens. Et c'est sûr que si tu présentes juste à des gens qui vont dire oui ou qui sont méga qualifiés, c'est sûr et certain que tu vas avoir un solide closing rate. L'autre bord, après ça, c'est sûr que tu nous brûles du cash. Fait que, tu vois, juste pour moi de le tracker ça m'indique quand même comme est-ce qu'on qualifie trop ardemment ou est-ce qu'on qualifie pas assez. Fait que c'est ce que je m'en viens vraiment voir avec ça parce que c'est là où est-ce qu'on va faire du sens au closing rate. Parce que le closing rate sans le offer rate, bien, je trouve qu'il manque un élément entre les deux parce que je ne sais pas à combien de gens est-ce que tu présentes. Est-ce que tu présentes à tout le monde? Est-ce que tu présentes à une certaine partie de gens? J'ai besoin de savoir ce que tu te positionnes là-dessus, right? Fait que c'est vraiment ça, c'est qu'elle vient vraiment donner du sens à notre closing rate, puis on est capable de diagnostiquer certaines choses de par cette métrique-là aussi que je vais vous expliquer dans 2 secondes. Fait qu'essentiellement, le pourcentage d'offres faites n'est pas super compliqué celle-là, mais tu devrais, mettons, là, on y voit encore avec faible, moyen puis excellent. Pour moi, un pourcentage d'offres faites qui est très bon dans la norme de ce qu'on devrait être, c'est entre 80 et 90 %. Fait que dans toutes les rencontres que tu prends dans une semaine, dans un mois, dans une année, tu devrais présenter dans l'ordre de 80 à 90 % aux gens qui se trouvent devant toi. Donc, tout ce qui est en bas de 80 % pour moi, c'est quelque chose qui est faible. Donc là, il faut aller comprendre, il faut aller diagnostiquer. Puis même, je vais le dire comme ça, ce qui est en haut de 90 %, c'est pas que c'est faible, mais c'est beaucoup en fait. Là, tu te rapproches du 100 %. Mais le point, moi, c'est derrière, c'est comme tu sais pas ce que tu fais en ce moment, fait que tu fais juste présenter puis essayer à tout le monde. Fait que c'est un peu ça pour moi la distinction entre les deux. Donc, le pourcentage de fait, tu devrais être dans l'ordre de 80 à 90 %. Si tu as ça, ça veut dire que tu présentes à assez de monde dans une semaine pour avoir des bons chiffres en ce moment puis de maximiser tes résultats. En bas de ça, tu présentes pas assez. Puis il est là le problème. Donc, si tu présentes pas
pas assez, moi, ma réflexion va toujours dans un endroit, puis c'est tu qualifies trop ardemment. Donc, tu ne sais pas vraiment ce que tu cherches, et là, tu qualifies trop ardemment les gens, donc tu en disqualifies trop, finalement, au bout du compte, ce qui t'empêche de présenter au bon nombre de gens. Parce que, don't get me wrong, mais pour faire une présentation à quelqu'un, je ne suis pas dans l'état d'esprit, moi, de présenter à tout le monde en tout temps. Moi, je suis dans l'esprit qu'il faut disqualifier les bonnes personnes pour les bonnes raisons tout le temps avant de présenter. Donc, quand je présente, c'est parce qu'il y a une raison pourquoi je te présente. Je te présente parce que je vois par l'entremise de discussion qu'on a que tu devrais puis que tu pourrais acheter. Fait que c'est pour ça que je te présente. Donc, toutes les gens que j'identifie plutôt dans le process qui ne devraient pas ou qui ne pourraient pas acheter, je dois les disqualifier. Fait que c'est pour ça que je devrais tourner autour de 90 % dans la métrique haute. Mais si je dépasse ce point-là, donc si je suis exemple proche du 100 % ou à 100 %, ce que ça m'indique très souvent, c'est qu'on est dans un endroit où, encore un peu comme quand on qualifie trop ardemment, là, on ne sait même pas ce qu'on cherche, on ne sait même pas ce qu'on fait. Là, on part juste tout le monde sur une stratégie d'espoir, puis je vais présenter à tout le monde, puis ça va faire en sorte que je vais aller chercher les ventes que je vais aller chercher avec ça. Fait que ça m'indique surtout une très piètre maîtrise de la vente, tout simplement, quand tu présentes comme ça à tout le monde, parce que tu devrais être dans un endroit où tu es capable de disqualifier avant d'arriver là. Fait que c'est pour ça que je tourne plus dans le 90 %. Fait que 80 à 90 %, un 10 à 20 % de disqualification avant le pitch, c'est tout à fait normal. Tant qu'à moi, ça veut dire que tu travailles bien, tu fais les choses de la bonne manière, parce que comme je vous disais tantôt, on ne présente pas à quelqu'un qui est 100 %, qu'on sait à 100 % qu'il va acheter. On devrait présenter à des gens que dans notre perception des choses, avec notre maîtrise de la vente, d'où est-ce qu'on est rendu, de ce qu'on sait que de ce qu'on ne sait pas, on devrait présenter à des gens qu'on évalue qui sont dans l'ordre de 80 %. Dans l'ordre de 80 % de probabilité d'achat en ce moment, basé sur la discussion qu'on a. Fait que, tu sais, oui, je ne suis pas 100 % convaincu du client, mais je suis à 80 % convaincu du client. C'est là-dedans qu'on devrait aller, puis évidemment, c'est une zone de maîtrise, être capable de bien évaluer ça, ces choses-là comme ça, mais c'est ce qu'on devrait être. Fait que si je suis dans l'ordre de 80 %, bien, il y en a beaucoup qui devraient passer, vous me suivez? Si le 80 % de gens que j'évalue qui ont une bonne probabilité d'achat est erroné, cette perspective-là, bien là, ça se peut que je qualifie trop ardemment ou trop faiblement, tout simplement. Fait que c'est vraiment le point de départ de cette métrique-là. Fait qu'en ce moment, si vous m'entendez, tu devrais vraiment être dans un endroit où est-ce que tu es dans un 80-90 % pour ton offer rate. Maintenant, je vais mettre une distinction à ça. Si tu es un tout nouveau vendeur sur le terrain, là, comme tu n'as jamais fait de vente avant et tu commences, tu devrais être plus proche du 100 %. Okay? Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'expérience puis l'expertise en ce moment de faire des disqualifications pour les bonnes raisons. Tu ne le vois pas encore, tu as encore un endroit de prendre de l'expérience à l'heure actuelle pour être en mesure de faire ça puis de faire ça adéquatement, de ne pas disqualifier des gens qui ne devraient pas être disqualifiés. Fait que quand tu commences, bien, mon conseil, c'est toujours le même, mais c'est essaye les appels tout le temps jusqu'au bout. Parce que, un, tu n'es pas en maîtrise, fait que ça se peut quand il y en a qui t'échappent, puis finalement, ils achètent puis tu n'aurais jamais pensé. C'est normal, tu es prêt à apprendre quelque chose de nouveau. Puis deuxièmement, ça va te donner de la pratique. Ça va donner un beau terrain de pratique parce que ta présentation, tu vas la faire à tout le monde, même s'ils ne sont pas 100 % qualifiés, là, ils ne sont pas dans le 80 % comme qu'on parlait, bien, tu vas faire ta présentation souvent, fait que tu vas donner juste meilleur aussi dans cette partie-là, at the end of the day. Fait que quand tu es un nouveau, je te dirais d'être à 100 %, mais un coup que tu passes cette période-là d'être un nouveau, d'un rookie, tu devrais plus jouer dans le 80-90 %. Ça devrait être ce que tu vises. Fait que si tu le vois bien, si tu es en bas de ça en ce moment, c'est pas ton closing rate que tu dois améliorer, c'est tout simplement présenter à plus de gens parce que tu vas closer plus. T'sais. Puis si en ce moment, tu es à 100 % puis tu n'es plus un rookie en ce moment, bien, tu dois absolument focuser sur ta compréhension d'une qualification d'un client en ce moment parce qu'en ce moment, tu brûles littéralement ton énergie. Tu brûles ton énergie par les deux bouts parce que tu présentes à tout le monde tout le temps sans arrêt. Puis ça, ce qui fait, puis c'est quelque chose que tu ne vois pas en ce moment, c'est que le fait que tu brûles ta chandelle par les deux bouts, le fait que tu es bien moins efficace en fin de journée qu'en début de journée dans tes appels, c'est que tu brûles des appels que peut-être que tu aurais closés en ce moment parce que tu présentes 100 % du temps, tu les essayes toutes, no matter what. C'est un clou, tu es un marteau, puis tu frappes dessus à chaque fois. Fait que c'est là où est-ce que ça devient un problème sur ta conversion en argent, même si c'est une nuance que tu ne vois pas clairement comme ça, je peux te le garantir que ça le fait clairement comme ça quand on se met à optimiser les horaires, puis le temps, puis l'énergie des vendeurs. Maintenant, on va parler du closing rate, qui est la métrique que tout le monde s'attend. Fait que là, c'est quoi un bon closing rate? C'est quoi un pas bon closing rate? Bon, premièrement, je pense que pour parler d'un closing rate, il faut premièrement savoir comment calculer le closing rate parce qu'il y a beaucoup de manières de le calculer quand tu regardes comment que les gens le font. Moi, comment est-ce que je le fais? Je le fais de la manière la plus précise possible. Donc, quand j'évalue un closing rate, je vais toujours prendre le nombre d'appels qu'on a bookés. Je vais enlever les cancellations puis les no-shows.
et je vais regarder combien de gens tu as closé et c'est là où est-ce que je vais aller extraire mon closing rate. Fait que je vais toujours intégrer là-dedans les gens qui sont no-show ou annulés. Pourquoi? Méga simple. Quelqu'un que tu n'as pas parlé, c'est vraiment difficile de le closer. Comme c'est vraiment difficile de closer quelqu'un qui n'est pas dans une rencontre avec toi. Fait que c'est pour ça que je les enlève de l'équation parce que ça ne sert à rien. Moi, je veux calculer quand tu parles avec un être humain, qu'est-ce que tu es capable de faire. Quand tu ne parles pas avec un être humain, je peux pas mener, tu n'es pas un magicien. Là, fait que moi, je ne m'attends pas à ce que tu closes des gens que tu ne parles pas, right? Fait que moi, c'est comme ça que je le calcule. Évidemment, je calcule aussi mon lead to close, tout ça. Fait que je vais le calculer là, dans d'autres métriques, là, où est-ce que je vais rentrer tes no-shows, tes annulations à l'intérieur pour voir ta vraie conversion de ton écosystème. Mais quand on parle du closing rate, c'est comme ça que j'y vais, tout simplement. Je sais qu'il y en a qui vont calculer le closing rate sur le nombre d'offres faites. Il y a un paquet de manières de le faire, mais pour moi, si tu n'es pas dans un endroit où est-ce que tu enlèves, mettons, les cancellations, les no-shows, puis que tu rentres d'autres conditions là-dedans, c'est plus des métriques de vanité que la réalité. Puis si tu ne veux pas la vanité, tu ne veux pas gonfler ce chiffre-là pour le plaisir, tu veux la vraie réalité de ce que tu es capable de produire à l'heure actuelle, right? Fait que ça, c'est le point de départ. Après ça, au niveau des chiffres que je vais avoir là-dedans, comment est-ce que je le calcule? Mettons qu'on va de faible, moyen ou excellent. Bien, pour moi, un closing rate qui est faible, toutes les industries confondues, on parle de moins de 20 %. Donc, si tu es en bas de 20 % en ce moment, c'est sûr et certain que ça doit être ton focus prioritaire parce qu'en ce moment, tu ne performes pas du tout. Tu n'es pas profitable ni pour toi ni pour l'entreprise en bas de 20 %. Tu fais perdre du cash à tout le monde. Ça, c'est la première chose. Après ça, on a le moyen. Pour moi, moyen, ça va jouer entre 20 à 30 %. Donc, quand tu es entre 20 et 30 % tu es moyen. Donc, essentiellement, tu es plus en code jaune, tu n'es pas en code rouge, là, mais comme clairement, il y a une zone d'amélioration. Je m'attends à un 20 à 30 %. Sais-tu quand? Je m'attends surtout à ça après quand j'ai engagé un nouveau vendeur. T'sais. Après sa phase de ramp-up, après les 30 à 50 premiers appels taken, je m'attends qu'il soit autour de 25-30 %. Ça devrait être là-dedans. Mais après ça, à un moment donné, il faut qu'on soit capable d'augmenter ça et aller un petit peu plus loin là-dedans. Donc, pour moi, quelque chose qui est excellent, après, c'est le 30 % en montant. Donc là, 30, 40, 50 %. Donc, c'est vraiment dans ces eaux-là où est-ce que tu devrais te trouver quand on est dans de l'excellence au niveau du closing rate. Fait qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration, puis c'est pour ça que j'en parle, mais comme si tu es dans du 20 à 30 %, regarde les autres chiffres à l'heure actuelle autour de ton écosystème, parce que si les autres chiffres sont défaillants, bien, focus pas là-dessus, il est correct, il n'est pas mauvais, il est correct. Puis le point, c'est que pourquoi je vous dis ça, c'est de focusser sur les autres métriques. Si vous le voyez bien, présenter à plus de gens, un meilleur show-up rate, c'est pas bien compliqué à faire ça. Puis ça va vous amener plus d'argent au bout du compte, alors qu'augmenter le closing rate, c'est probablement la métrique la plus difficile, entre guillemets, à augmenter pour beaucoup de vendeurs, simplement parce qu'on parle de travailler les compétences ou on parle de travailler le mindset, on parle de travailler les croyances fondamentales. Fait qu'il y a des trucs qui prennent du temps à changer pour augmenter un closing rate, VS les points que je suis prêt à vous parler en ce moment sur les autres métriques. Fait que si tu es dans du 20 à 30 %, c'est pour ça que tu veux les benchmarks comme ça, bien, tu sais que c'est peut-être pas ta priorité, tu vas regarder les autres. Si tu es en bas de 20 % là, c'est 100 % ta priorité. Là, parce qu'augmente pas ton show-up rate, augmente ton closing rate en ce moment. Fait que si tu es faible avec ton closing rate, la réalité, écoute, tu pourrais faire, il y a un paquet d'endroits là, qui pourraient nous indiquer que ton closing rate, c'est un problème à cause de X, Y, Z choses, puis il faudrait que tu optimises cette partie-là. Je vais vous en donner quelques-uns parce que c'est ceux qu'on voit le plus souvent réellement qui pourraient aider là, votre closing rate. La première chose qui fait que ton closing rate peut être problématique en ce moment, c'est au niveau de juste ta conviction à vendre. C'est niaiseux ce que je dis là, mais c'est littéralement des interventions que j'ai faites la semaine passée. C'est comme, j'avais un de mes vendeurs qui, dans une équipe, pas mon équipe, mais une des équipes une des compagnies qu'on travaille avec, il est dans un endroit où est-ce qu'il manque de conviction sur l'offre. Ce qu'il me disait, c'était tout simplement, j'ai vraiment pas l'impression qu'on est des experts dans X, Y, Z. J'ai poussé la réflexion, j'ai été comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire, puis comme ce qu'il disait, c'était quand même assez cohérent, ça faisait du sens avec ce qu'il observait, tu sais. Bien, c'est sûr que si tu manques de conviction en ce moment, puis on le voit dans ces chiffres sont moins bons aussi, là, bien, c'est sûr que quand tu manques de conviction sur l'offre que tu vends, c'est sûr et certain que de l'autre côté, tu vas moins vendre. Puis c'est quelque chose que je dis tout le temps, mais c'est comme, si dans ton domaine, je sais pas moi, tu es dans le domaine de, je sais pas moi, tu es dans le domaine du marketing en ce moment, puis que ce que tu vends, où est-ce que tu le vends,
tu sens que c'est pas la meilleure chose, qu'il y a un meilleur endroit au Québec pour que les gens aillent faire leur marketing, mais va-t'en juste à cet endroit-là. Tu vas littéralement faire plus de ventes en étant là parce que tu y crois plus, tout simplement. Puis la vente, c'est une énergie, c'est un transfert d'énergie tout le temps. C'est l'énergie de certitude vers l'incertitude. Le client est rempli d'incertitude, tu es rempli de certitude, puis on se transfère ça. Donc, à la base, c'est mécanique, ça. Là. Je veux dire, si tu ne l'as pas, va-t'en à quelque part où est-ce que tu vas avoir cette énergie-là, puis ça va juste être plus facile. Tu n'auras rien besoin d'optimiser là, dans tes affaires. Tu vas juste vendre plus parce que tu y crois plus, tout simplement. Si en ce moment, dans un concessionnaire, tu vends des Audi, puis tu es comme moi dans ma tête, c'est les Mercedes les meilleurs chars, bien, je te garantis, va porter ton CV chez Mercedes, tu vas vendre 12 chars de plus par mois, là, juste parce que tu y crois plus, tout simplement. Fait que la conviction, c'est vraiment un problème, mais ça, on le voit vraiment souvent. Puis j'ai des talks avec les gens dans Upsell, là, où est-ce que je leur demande, c'est comme, puis est-ce que tu y crois en ce que tu vends? Est-ce que dans le fond de toi, c'est la meilleure chose pour le client au Québec en ce moment, ou il y a d'autres endroits que ça pourrait être vraiment mieux pour eux autres, tu penses? Comme, c'est fou, mais moi le dire dans même, un vendeur sur 3 est dans un endroit où est-ce que sa conviction n'est pas trop forte. C'est comme, moi, je suis pas trop sûr, tu sais. Bien, tabarnouche, c'est un énorme problème, ça. Fait que je vais juste vous le dire, comme ta conversion peut être problématique juste par ce point-là. On l'a encore vécu la semaine passée avec un membre. Après ça, des pitchs trop longs et plates. Ouais, je vais vous le dire comme ça. J'analyse beaucoup d'appels de beaucoup de départements des ventes et that's crazy, ce point-là. Tellement que les vendeurs sont endormants et plates et que ça donne pas envie de les écouter. J'ai de la misère à finir le recorded call tellement c'est plate à écouter, that's crazy. Fait que c'est pour ça que je vous en parle en ce moment. Mais des pitchs de 30 puis 40 minutes puis 25 minutes là, avec ton ton monotone, là, hey, lâchez-moi ça, là. Vous n'êtes pas mon prof de français, Monsieur Bro, secondaire 2, ce qu'on s'endormait tous dans la classe, là. Ça n'a pas de bon sens. Un pitch de vente, ça devrait durer à peu près 10 de la longueur de ton appel là, pour la majorité des domaines, pour 98 des domaines. Ça veut dire quoi? Un pitch de 6 minutes. Puis sais-tu comment ça devrait se passer? Dans un dialogue, pas un monologue. Pourtant, c'est juste des monologues longs et plates. C'est normal que tu ne convertisses pas si c'est ça que tu fais en ce moment. C'est normal. Puis on le voit, faites juste réécouter vos appels. Je sais que les vendeurs ne le font pas. Fait que je sais que je donnerai le conseil, il n'y a personne qui va le faire en ce moment, mais je fais juste vous le dire parce que moi, je le fais. Réécoutez les appels puis regardez comment le client se comporte. C'est fou. Il est laid back, il écoute pas trop, il penche sa tête un peu sur le côté de même, il croise ses bras, il fait rien en ce moment, il est déconnecté complètement. Puis après ça, t'es comme, pis, tu sais, ça fait du sens? Oh, oui, ça fait du sens. Il n'a rien écouté, il a décroché depuis 4 minutes que ça a commencé parce qu'il savait que ça allait être long et plate, right? Fait que, pitch long et plate, méga problème, c'est normal, tu ne convertisses pas si tu fais ça en ce moment. Je vais dire comme ça, une mauvaise gestion des objections aussi, autant en amont qu'en aval. Fait que, tu sais, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que pour moi, les objections, ça se traite dans une rencontre et non pas à la fin de la rencontre. Pour moi, c'est d'être de très bas niveau, de traiter ça en fin de rencontre. C'est comme ça, c'est ce qu'on t'enseigne quand tu commences d'inventer. À un moment donné, il faut que tu évolues puis que tu fasses les choses autrement. Fait que, tu sais, si ça fait 10 ans que tu es d'invente puis tu gères encore les objections en fin d'appel, puis c'est ça ta game, bien, il faudrait peut-être que tu passes au prochain niveau puis d'avoir des meilleures conversations pour pouvoir avoir cet état-là. Parce que ça, c'est comme pas mal la porte d'entrée d'invente qu'on t'amène dedans, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'en parle rapidement, mais comme déjà en partant, si tu gères beaucoup d'objections en fin d'appel, je peux vraiment être dans un endroit où je comprends pourquoi est-ce que c'est problématique pour toi closer. Tu brûles tellement de relations en ce moment en travaillant comme tu travailles qu'au bout du compte, man, c'est normal que tu perdes beaucoup de ventes puis ton closing rate n'est pas dans l'endroit où ce qui pourrait réellement être si tu avais des meilleures conversations. Mais ça va aussi avec mon point en ce moment. Ça se peut qu'en ce moment aussi, ta gestion des objections dans la rencontre, donc avec la qualité de conversation que tu as, ça se peut qu'elle soit vraiment défaillante aussi. Fait que, tu sais, tout ce qui tourne autour de la gestion des objections en aval ou en amont, c'est un problème qui va vraiment il va affecter le closing rate rapidement. Rapidement comme ça, on va le dire de même, mais t'es juste pas encore bon en vente. Ça se peut, là. Tu sais, comme, ça se peut, on va être vrai ensemble, tout le monde ensemble, là. Puis c'est pas parce que ça fait 4 ans que tu es dans les ventes que tu es bon en vente, là. J'en rencontre beaucoup des vendeurs comme ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont dans les ventes et sont absolument pas bons de A à Z, là. Comme ça arrive, là, un moment donné, il faut juste être honnête, puis c'est pas... Tu sais, puis je dis ça avec la plus grande humilité du monde, puis comme, c'est sans jugement en ce moment, là, mais comme, il y a du monde que ça fait 5 ans qui sont pas bons. J'ai rencontré du monde après 20 ans qui sont pas bons. C'est pas parce que ça fait du temps, c'est pas parce que ça fait des années que tu es dans les ventes que tu es bon dans les ventes. Avoir de l'expérience, c'est une combinaison de deux choses. C'est une combinaison
oui, du temps, donc de l'expérience comme ça. Donc, ben, pas de l'expérience, mais du temps. Puis la deuxième chose, c'est de ton, comment je te dirais ça, de ta présence dans le temps. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as été présent? Comment est-ce que tu as avancé, évolué là-dedans? Bien, quand tu regardes le domaine des ventes, la majorité des vendeurs sont dans les ventes puis sont juste dans les ventes. Fait qu'ils font du temps, mais ils ne font pas du temps conscient dans les ventes. Puis c'est là où est-ce que la ligne se brise. Fait que je rencontre des vendeurs, des fois, de 20 ans d'expérience, puis je vous le dis, sont très, très, très de bas niveau. Là. C'est normal, tu n'es juste pas bon d'invente encore, même si ça fait 20 ans. Fait que c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est pas parce que ça fait un an. J'ai rencontré du monde, puis je vais vous le dire de même, là, j'ai rencontré du monde, ça faisait 1 an d'invente qui était excellent. Puis j'ai rencontré du monde, ça faisait 20 ans qui était d'invente, puis c'était comme, tu serais pas capable de closer une porte avec le vent dans le dos en ce moment. Tu sais, comme, j'ai rencontré les deux. Fait que pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est que l'expérience, ça s'acquiert de deux manières. C'est avec du temps puis de la conscience dans le temps. Mais si, exemple, tu es un obsédé comme je le suis, puis comme d'autres gens le sont, tu es un obsédé, puis ta conscience dans le temps est énorme, bien, 1 an peut valoir 10 ans, littéralement. Puis 20 ans peut valoir une demi-heure aussi. Ça dépend vraiment comment tu joues avec ça. Fait que c'est pour ça que je dis, tu n'es peut-être pas encore bon en vente. Ça n'a aucun rapport avec ça fait combien de temps tu es dans les ventes en ce moment. Ça a un rapport avec les deux axes que je vous dis là en ce moment. Puis c'est peut-être juste ton cas, puis tu n'es juste pas encore bon. Puis c'est pas grave parce que c'est cool, les ventes, c'est des compétences, on peut les améliorer, puis on peut devenir meilleur. Fait qu'il faudrait juste travailler là-dessus, mais ça se peut que ce soit une cause, right? Puis sinon, ben, je vais le dire comme ça, mais un autre problème qu'on diagnostique beaucoup, pas ces temps-ci, mais depuis un bon moment de mon côté, mais c'est le même qui revient dans toutes les équipes, c'est comme les vendeurs ont des horaires beaucoup trop pleines. Fait que quand je dis beaucoup trop pleines, ils ont littéralement genre 8 calls back-to-back, 5 calls back-to-back, 10 calls back-to-back, je le vois, 12, 13 calls dans la même journée, on en voit en ce moment. Tout ça, c'est cool sur papier, c'est excitant sur papier, mais la réalité derrière ça, c'est que ça amène ton cerveau dans un brain sludge de malade, donc de la grosse giblotte. Il faut le comprendre, on a une job à la performance. Est-ce que tu penses qu'un joueur de hockey serait capable de faire 3 games back-to-back? Non. Ben non. Une, c'est assez, puis il doit prendre des pauses, puis il doit aller sur le banc, puis il y a une entraque, puis il y a une ci, puis il y a une ça. Right? Ça prend du temps de repos. Dans quel monde est-ce que toi, tu travailles avec ton cerveau, uniquement ton cerveau là-dedans? Donc, tu performes avec ton cerveau, tu lui demandes d'utiliser du glucose sanguin pour faire la job qu'il a à faire. Dans quel monde est-ce que toi, tu prends pas de pause dans ta journée? Ça fait aucun sens. Je compare énormément les ventes à des équipes de sport professionnels tout le temps parce que ça se ressemble énormément sur un paquet de points réellement. Et ça, c'en est un. Ça fait aucun sens. Il n'y a aucun joueur de hockey, aucun joueur de baseball qui ferait 12 games d'affilée. Ça fait pas de sens. Pourtant, nous, on le fait. C'est une nouvelle game à chaque fois. On recommence à chaque fois. Puis, on espère avoir des résultats qui sont similaires d'une fois à une autre. Mais je te pose la question. Si, exemple, un joueur de hockey joue 3 games d'affilée, tu penses-tu que sa performance va être la même dans la 3e game ou elle va être meilleure dans la 3e game ou elle va être moins bonne dans la 3e game que la première? Elle va être moins bonne. C'est évident. Ils ont moins d'énergie, vont être moins focus, sont plus brûlés, sont normal, là, c'est naturel, c'est humain. Fait que dans les ventes, guys, c'est la même chose. Là. Comme si vous voulez vraiment maximiser votre performance, puis je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais vous devez prendre des pauses dans une journée. Puis nous, ce qu'on remarque dans les équipes, c'est 2 à 3 calls maximum back-to-back que les vendeurs devraient prendre. Après, c'est une pause, puis après, on recommence, puis une pause, puis après, on recommence, puis une pause. Puis 2 à 3, c'est une évaluation, c'est individuel. Il y a des vendeurs qui sont capables de mieux manager leur énergie. Il y a des vendeurs qui sont moins capables de manager leur énergie. Fait que ceux qui sont moins capables, qu'on se rend compte que comme un drop-off, après la deuxième rencontre, bien, on va te mettre à 2 rencontres. 2 rencontres, une pause, 2 rencontres, une pause, 2 rencontres, une pause. Puis si vraiment tu manages bien ton énergie, ta biologie est stable, ces petits éléments-là sont en place de ton côté, bien 3 va peut-être être très bon pour toi. Mais en haut de 3, pour moi, c'est inacceptable dans une équipe de vente. Fait que moi, je ne fais pas ça avec mes équipes. Je ne les mets pas dans cette position-là parce que je sais que je les rentre avec un gros brain sludge puis ils sont juste moins performants sur le même call que s'ils avaient pris une pause tout simplement. Fait que je m'en vais pas là avec mes équipes. Fait que c'est peut-être ton cas en ce moment, tu as peut-être plein d'appels back-to-back, puis tu sais, je vais le dire comme ça, je te comprends pourquoi tu fais ça, parce que tu veux faire plus d'argent, fait que tu dis si j'en prends plus, je vais faire plus d'argent. Oui, mais il faut que tu en prennes plus dans l'énergie qui est disponible. C'est ça qui est important, parce que si ton énergie elle fait juste baisser d'un appel à un autre, ce qui est la réalité de ce qui t'arrive en ce moment, parce que j'ai pas vu un esti de vendeur être capable de faire 10 calls back-to-back ou 8 calls back-to-back en maintenant son énergie au maximum,
La réalité, c'est que ta réflexion fait du sens parce que tu dis, je vais en prendre plus, je convertis à X puis je vais faire plus d'argent. Mais la réalité, c'est que si tu en prendrais moins, tu convertirais avec un plus haut pourcentage puis tu aurais juste plus de ventes à the end of the day. Parce que la réalité, c'est que ton 8e call dans ta journée, tu le scrapes puis ton premier, il était excellent. Fait que peut-être que ton 6e, 7e, 8e, il est scrappé en ce moment puis tu t'en rends même pas compte puis tu fais ça 5 jours par semaine. Tu scrapes 15 calls par semaine, tu scrapes 60 calls par mois en ce moment. C'est ça peut-être que tu es après faire en ce moment. Fait que ça, c'est un gros problème aussi. Sinon, après ça, je vous dirais de ne pas suivre une structure. C'est un problème aussi. Quand je parle de suivre une structure, vous savez, je suis scriptless, je vends sans script. Donc, c'est pas un script genre 1, 2, 3, 4, 5. Mais chez nous, chez Upsell, par exemple, on travaille avec les 12 ingrédients pour qu'une vente se produise. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 12 points, 12 ancrages psychologiques derrière une décision d'achat chez l'être humain. Donc, c'est pas nécessairement une question spécifique qu'on vient poser, mais c'est un espace de discussion qu'on vient ouvrir. Fait que ce que ça veut dire pour nous, c'est que non, j'ai pas un script, mais il y a 12 espaces de discussion que c'est sûr que je vais avoir avec le client, puis qu'on va embarquer dedans. Fait que si en ce moment, tu n'as pas une forme de structure comme ça, puis que tu vas toujours freestyle, bien, c'est sûr que ton closing rate n'est pas maximisé. Parce que what about que tu aies 8 ingrédients sur 12? Bien, il y a 4 espaces de discussion dans lesquels que tu perds des ventes en ce moment si tu n'y vas pas. Mais tu ne le sais pas parce que tu n'es pas structuré en ce moment. Puis si tu veux t'optimiser, bien, ça te prend une structure. Parce que pour optimiser une structure, ça prend un système, right? Puis un système, c'est juste quelque chose qu'on fait à répétition, que tout le monde fait à répétition de la même manière. Mais si en ce moment, ton système de vente n'est pas préétabli puis tu n'en as pas parce que tu n'as pas de structure derrière, bien, la réalité, c'est comment tu vas optimiser ce système-là. Tu vas poser une question différente en pensant que ça va changer les affaires. Bien non, ça te prend un système. On vient optimiser des variables dans notre système tout le temps. Fait que ça te prend une structure. Si tu n'en as pas, c'est sûr que tu ne maximises pas ton potentiel en ce moment sur ton offre et sur ton closing rate. Puis, je vais te dire comme ça, dernière chose, tu ne sais pas comment recevoir de l'information, qui est probablement un des plus gros problèmes dans tout ce que je viens de dire là. Mais comme les vendeurs, je vais vous le dire, là, puis ça va peut-être faire mal à entendre, puis c'est peut-être pas ton cas en ce moment qui m'écoute, mais sinon, pour la majorité de ce que j'entends, 90, mettons, % des vendeurs, l'écoute active est vraiment défaillante. OK? Comme il n'y a pas d'écoute qui est fait par un paquet de symptômes que je pourrais expliquer, un paquet de raisons que je pourrais expliquer, là, mais c'est pas tant le but aujourd'hui, mais comme les vendeurs n'écoutent pas, n'écoutent vraiment pas assez. Donc, le problème, c'est que la communication, c'est une autoroute à 2 voies. Tu as envoyé l'information, recevoir l'information. Les vendeurs sont très bons pour dire quoi dire, quand le dire, comment le dire. Très pas bons pour recevoir qu'est-ce qui est dit réellement et faire preuve d'empathie, qui est, selon Harvard, le trait numéro 1 pour avoir du succès dans les ventes. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Les vendeurs, la majorité du temps, ne l'ont pas, cette partie-là. Donc, c'est sûr et certain que comme si tu travailles sur ton écoute active et réellement, intentionnellement, développer cette partie-là chez toi, ton closing rate va augmenter. Comme ceux qui sont dans la strate de 20 % et moins, c'est pas compliqué, mais à chaque fois qu'on réécoute ces rencontres-là, l'écoute active est juste pas présente, comme est absente. Puis même dans les closing rates moyens, guys, là, entre 20 et 30 % quand on réécoute ces rencontres-là, même affaire. On échappe un paquet d'affaires. Il y a des informations, des pièces d'informations tellement importantes qu'on ne voit même pas, qu'on n'entend même pas. Puis c'est drôle, mais quand j'écoute des appels de vendeurs qui sont dans du 30 % et plus puis qui calculent le 30 % de la bonne manière, comme je vous expliquais tantôt, bien c'est drôle, mais l'écoute est bonne. On n'échappe pas beaucoup d'affaires dans la rencontre, puis c'est ce qui leur permet d'être dans cet endroit-là, tout simplement. Fait que, mettons toutes les raisons pour le closing rate, je te dirais que ça ressemblerait à ça en ce moment. Sinon, je t'amène dans d'autres espaces de tracking à avoir aussi, au niveau des références maintenant. Donc ça, c'est un énorme problème, mais l'idée, c'est que quand tu es dans les ventes, guys, vous voulez développer votre écosystème. Tu ne veux pas juste dépendre du lead entrant qu'il y a chez vous, si c'est la manière que ça fonctionne. Tu vas avoir le maximum de streams de génération de leads pour être capable de bâtir ton pipeline puis ton écosystème. Mon point en ce moment, c'est que les références, soyez honnête en ce moment en entendant ça, combien de fois vous le demandez? La réalité, c'est que c'est fort probablement autour de 0 cette année ou peut-être une fois parce que ça coulait bien. Donc, la réalité, c'est que les vendeurs ne demandent pas les références. Ça, c'est la réalité de ce que c'est. Et moi, c'est quelque chose que je track et qui est obligatoire dans les équipes parce qu'il y a des benchmarks autour de ça pour moi. Donc, les références, bien, ce qui est faible pour moi, c'est moins de 10 %. Fait que moins de 10 % des gens que tu as closés, parce que moi, je vais juste sur les gens que tu as closés, je ne vais pas aussi sur les gens que tu n'as pas closés. Je sais qu'on peut le faire aussi, c'est juste pas ça que je track, c'est pas comme ça que je travaille. Mais pour ceux qu'on a closés, je m'attends à quand c'est faible, c'est en bas de 10 %. Quand c'est moyen, on va parler aux alentours de 10 à 20 %. Fait que 10 à 20 % des gens que tu as closés te donnent une référence. Puis, quand c'est excellent, c'est 20 %. Donc, en haut de 20 % le 20 % and up, c'est là où est-ce que là, on est vraiment excellent dans nos demandes de référence. Donc, essentiellement, il n'y a pas 1000 raisons pourquoi que ton pourcentage de référence serait bas. La première, vraiment simple, mais je vais le dire comme ça,
ton offre n'est pas bonne. Ça peut vraiment être un cas. Là. Je veux dire, si tu vends une offre de merde, c'est un peu normal que personne n'ait envie de te référer. Donc, ça se peut que ça soit vraiment réel. Donc, on le voit, là, il y a des offres de cul dans le marché. Fait que ça arrive. Sinon, il faut juste être vraiment vrai avec nous autres, guys. Tu le demandes juste pas. Comme c'est pour ça que ton pourcentage n'est pas bon, tu le demandes pas. C'est pas plus compliqué que ça, fais juste le demander. Puis à chaque fois que je parle de référence, il y a toujours la même question qui revient. Ouais, mais qu'est-ce que je dis pour faire une bonne référence? Comment est-ce que je fais une bonne référence? Bien, le point en ce moment, c'est que tu ne me poserais même pas la question si tu le demanderais tout simplement parce que tu verrais qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. C'est vraiment pas du rocket science de demander une référence. Pourtant, on aime ça, rendre ça complexe parce que ça nous explique pourquoi on le fait pas. Ouais, mais je sais pas comment le faire, une référence. Non, tu sais absolument comment demander une référence en ce moment. Là. Comment tu demanderais une référence en ce moment à quelqu'un qui t'a closé? Hey, tu connais-tu quelqu'un qui aimerait savoir notre service? Chris, c'est pas tant compliqué, là. Tu sais comment le demander, ça, pourtant tu le fais pas. Mais ça, c'est ton point de départ. Après ça, oui, on peut optimiser l'approche de référence, mais fais juste commencer par le demander tout simplement systématiquement à chaque fois que tu as un close. Tu perds de l'argent, tu laisses de l'argent sur la table. Imagine si en ce moment, de toutes les clauses que tu fais dans une année, il y a 20 des gens qui te donnent des références. Puis des références, on le sait que c'est des leads qui sont faciles à closer. Si le client fait juste en parler 5 minutes avec avant, on le sait que c'est les ventes les plus faciles, sont déjà sold pratiquement. Imagine que tu aies 20 de plus en ce moment de références à ton année. Je ne suis pas après dire que tu vas closer à 100 sur ton 20 de références, là, mais mettons que tu closes à 75 de tes références là, ou 70 de tes références. Du 20 des ventes que tu as de plus cette année, donc 20 plus d'appels, tu en closes 70 de ce 20 %-là. Fais l'exercice, check le chiffre, puis après ça, demande-toi si tu as envie d'avoir cet argent-là dans tes poches. Ça va donner peut-être le feu que tu as besoin pour demander tes références, parce que ça, c'est la réalité de ce qui va arriver si tu fais juste te demander. Puis, la barre est basse, guys. Il n'y a personne qui demande dans une équipe de vente. Tu vas sortir sur le top du leaderboard parce que tu demandes tes références. Ça va être sharp en salle, surtout avec le prochain point que je vais vous parler dans 2 minutes. Mais faut vous demander vos références. C'est méga important, puis dans toutes mes équipes, on track le nombre de références tout le temps, super important, sinon on ne sait pas ce qui se passe avec ça. Puis encore une fois, ça vient juste d'un endroit, généralement, où est-ce que vous ne le demandez pas. Puis après ça, si vous vous demandez c'est quand qu'on devrait le demander, bien, je vais vous donner l'aperçu, là, mais c'est quand que ton client, généralement, est dans sa lune de miel quand il commence avec toi. C'est-tu après une journée, une semaine, un mois, c'est quoi la lune de miel en ce moment chez vous? Fait que ce que je veux dire, la lune de miel, c'est quand est-ce que ton client il est le plus excité puis le plus content d'avoir embarqué là-dedans. Des fois, c'est sur un offre, des fois, ça prend 2 jours, des fois, ça prend une semaine, des fois, ça prend un mois, des fois, ça prend un trimestre. Ça dépend de ce que tu vends, bien évidemment. Fais juste appeler dans ce moment-là. C'est tout ce que tu as besoin d'analyser. Puis après ça, tu lui demandes tout simplement s'il connaîtrait quelqu'un comme lui, qu'on pourrait aider tout simplement. Donc, là, si tu veux, je te donne des virgules, je vais t'en donner des virgules, fait que tu n'auras plus d'excuses, là, tu ne pourras plus jamais dire je ne sais pas comment. Fait que garde, au lieu de dire c'est qui tu connais, dis tout simplement qui est-ce que tu connais? Au lieu de dire comme est-ce que tu connais quelqu'un? Excusez-moi, j'ai vendu la peau de l'ours là tout de suite, je l'ai mal faite. Ce que je voulais dire, je ne suis pas habitué de le dire de la mauvaise manière, excusez-moi. Mais au lieu de dire à quelqu'un est-ce que tu connais quelqu'un qui est une réponse par oui ou par non, vas-y avec une question assumante qu'on appelle. Donc, vas-y avec une question où est-ce que tu vas dire qui est-ce que tu connais qu'on pourrait aider de la même manière que toi. Qui est-ce que tu connais? Donc, ça implique que tu connais quelqu'un en ce moment, donc ça n'amène pas la discussion dans exactement le même endroit. Fait intéressant pour le demander. Il faut que tu sois dans l'une de miel, il faut que tu le demandes de la bonne manière. Puis, derrière ça, c'est pretty much it. Si l'entreprise est capable de donner un petit bonus en plus pour ça, pour le client, puis pour la personne qui est référée, c'est encore mieux. Ça va aller t'en chercher encore plus. Fait que ça, c'est toujours des affaires que je vais dealer avec l'entrepreneur pour être en mesure d'aller chercher un petit cadeau à donner parce qu'on va aller en chercher encore plus si on fait ça tout simplement. Fait que tu n'as plus d'excuses, tu sais comment le demander, puis quand le demander, puis tu sais même que tu dois aller parler avec ton DV ou le propriétaire de l'entreprise pour avoir un petit cadeau à donner. Les références, donc important. Après ça, on va parler du temps total en appel. Donc, le talk time que tu vas parler dans une rencontre de vente. Donc, dans tout ce qui est inbound closing, je te dirais que pour moi, tout ce qui est en haut de 75 minutes, donc 1h15 à 1h30, là, c'est très mauvais. OK? Ça commence à être très long, 1h15 à 1h30. Oui, ça commence à être mauvais. Moyen, pour moi, ça va jouer entre 45 minutes puis 1 heure, 1h15. Là. On va aller là-dedans, on peut aller là, mettons. Puis tout ce qui est excellent pour moi, ça se trouve en bas de 45 minutes. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de tracker ça? Bien, essentiellement, ça t'indique combien de temps tu passes dans une rencontre. Fait que si tu le comprends bien, bien, c'est qu'à un moment donné, there's so much you can do dans une semaine. Tu as 7 jours par semaine avec des working hours. Fait que si tous tes appels te prennent 1h30 en montant tout le temps, puis c'est des cas que je vois régulièrement ces temps-ci,
Si tes appels durent toute 1 heure et demie en montant, bien, c'est sûr que le nombre d'appels que tu peux prendre dans une semaine, un mois puis une année est vraiment réduit que si c'était 45 minutes. On parle de la moitié du temps. Tu pourrais prendre le double de gens si tu es capable de faire ce que tu fais en 1 heure et demie en 45 minutes, right? Fait que c'est pour ça que je le track, parce que, à the end of the day, comme quand tu débutes dans les ventes ou quand tu débutes sur une nouvelle offre, ça se peut que ton temps d'appel soit un petit peu plus long. Mais ça devrait être une métrique que tu gardes quand même une lecture assez claire pour avoir une moyenne. Puis en Star, c'est super facile avec les AI, sortir sa moyenne, tout ça. Mais comme que tu gardes un œil sur ta moyenne, puis que cette moyenne-là descende tout le temps. Parce que si tu travailles toujours un peu à la descente, il faut que tu comprennes que tu augmentes de l'autre côté ta productivité puis ta capacité potentielle. Donc, tu augmentes ton nombre de ventes que tu vas pouvoir faire sans devenir nécessairement meilleur dans le closing. Donc, c'est ça mon point. Fait que tu ne veux pas être dans un endroit où que les appels prennent trop de temps, mis à part si tu es nouveau ou que tu débutes une nouvelle offre, c'est normal qu'on mette un peu plus de temps. Mais à un moment donné, tu devrais être capable de clencher tes appels en dedans de 45 minutes. Tu sais, ça devrait être vraiment, quand tu es en maîtrise encore une fois de ce que tu fais, puis pas après faire les coins ronds nécessairement, mais juste en maîtrise de ce que tu fais puis ce que tu vends, on devrait être capable de réduire ce temps-là. Fait que c'est pour ça que je vous en parle, parce que souvent les vendeurs n'ont pas un œil sur cette métrique-là, puis c'est comme ça prend le temps que ça prend, puis whatever. Puis don't get me wrong, là, comme je suis all about it de donner le temps nécessaire à la personne appropriée. Là. Si j'ai un client qu'on a besoin d'augmenter la longueur du process parce qu'il est trop tôt dans le process en ce moment, il est trop MQL, il est vraiment pas assez SQL, mais ça se peut que j'extensionne sur un 3 appels. Puis ben oui, ça va avoir pris peut-être proche de 3 heures, mais c'est ce que ce client-là spécifique demandait, mais il ne faut pas que ma spécificité devienne la norme, tu me suis? Puis souvent, on voit que c'est la norme. Puis on le voit où le gros drop-off, c'est que les vendeurs ont souvent des très petites conversations de surface avec les clients. Ils se dirigent rapidement après ça dans le pitch, puis après ça, ils tombent dans 1 heure d'objection handling parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qui se fait avant. T'sais. Fait que c'est une manière de travailler, c'est sûr, mais si vous me voyez venir, c'est très contre-productif. Puis les meilleurs vendeurs du monde, si c'est ça que vous voulez devenir, ben c'est des gens qui vont se clencher des appels entre 45 minutes, top 1 heure, mais comme 45 minutes et plus bas, parce qu'ils sont en maîtrise de ce qu'ils font. Ils ne tombent pas en combat d'objection comme on aime le marketer sur Internet. C'est pas ça qu'ils font. Asti, ils ne seraient pas plus productifs qu'un autre. Tout ce que je vous enseigne, ça marche aussi avec ces gens-là. C'est pas des licornes, puis des Terminators qui sont un peu à moitié robots, moitié humains. Ben non, ils sont comme toi puis moi, puis ils ont de l'énergie, puis ils ont du temps disponible dans une semaine, puis ils viennent travailler sur toutes leurs métriques comme on t'a préparé là. Fait que, mais des combats d'objection, il n'y en a pas comme qu'on en a d'habitude puis qu'on le market sur Internet. Là, fait qu'on devrait être capable, quand on est en maîtrise, d'être en bas de 45 minutes, d'avoir les bonnes conversations avec les gens qui font vraiment bouger l'aiguille, qu'on rouvre les bons espaces de discussion, qui évitent les objections tardives puis les combats d'objection. Fait qu'on fait aucun coin rond, mais on est extrêmement efficace dans notre travail. Donc, si tu es mauvais ici, ben, je vais le dire comme ça vient encore à ce qu'on parlait tantôt au niveau de... Ça par rapport à combien de temps que ça fait dans vente, c'est ta maîtrise de la vente qui va faire fois tout. Mais généralement, quand tu vas être dans du 1 heure et quart, 1 heure et demie, quasiment 2 heures, là, quand tu es vraiment dans ces strates-là, c'est que tu ne maîtrises pas assez ce que tu fais. Fait qu'essentiellement, tu ne contrôles pas assez la conversation. Donc, tu as de la misère à avoir une direction claire dans la conversation. C'est souvent le prospect qui va contrôler la conversation. Tu sais, ce que j'enseigne chez Upsell, c'est on donne une illusion de contrôle tout le temps. Donc, de comment est-ce qu'on se positionne, puis comment est-ce qu'on questionne, puis comment est-ce qu'on fait les choses, finalement, on donne une illusion de contrôle. Mais on est 100% en contrôle de tout ce qui se passe, puis on sait exactement où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais le client a 100% l'impression du contrôle parce qu'une des choses, un des 3 critères pour qu'une vente se produise, on parle de l'autonomie dans la décision. Donc, très important que les gens soient en contrôle. Sauf que si on le vrai contrôle, puis toi, tu es juste le passenger princess et tu ne contrôles rien, c'est un énorme problème. Mais ça, on le voit souvent. Les vendeurs ont de la misère à contrôler les conversations. Autre chose, tu n'es pas capable d'interrompre dans une rencontre. Donc, ça, on le voit vraiment souvent, des vendeurs qui vont passer du temps dans les espaces de discussion, ils ne savent plus où se mettre pour aller couper le client, pour être capable de juste banter sur autre chose, parce que là, ce que le client dit, ça ne rajoute plus de valeur pantoute, mais on n'est pas capable de le couper, le client, on ne sait pas comment, on ne sait pas où aller, on n'est pas à l'aise là-dedans, right? Fait que ça, on le voit beaucoup, ça rentre dans le call control quand même, là, mais tu ne sais pas comment interrompre, tu ne sais pas quand interrompre, fait que ça, c'est une lacune souvent qui va apporter des longues périodes d'appel. Sinon, tu t'égares beaucoup, right? Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'on le voit souvent, ça. Des vendeurs qui vont passer du temps dans des espaces de discussion, puis comme ils ont envie d'être là, mais la réalité, c'est que ça avantage aucunement la décision puis le processus de vente en ce moment. Donc, c'est comme on parle de sujets qui n'ont aucun lien, aucun rapport avec ce qu'on s'en vient régler comme problème. Ça, on le voit souvent. Des fois, les vendeurs vont prendre des 5 minutes, des 10 minutes dans ces espaces-là, des 15 minutes des fois, je le vois souvent, ou des fois, c'est un petit 5 là, un autre 5 là, un petit 2 là, un petit 3 là, un petit 5 là. Hey, c'est parce qu'à la fin de l'appel, ça fait 25 minutes de fluff, là.
Comme c'est énorme, c'est normal que tes appels soient vraiment longs, là, tu sais, interminables. Fait que si on le voit beaucoup, puis comme je vous disais tantôt, ben à travers tout ça, c'est la maîtrise des compétences de c'est quoi une discussion qui est efficace avec les gens. Donc, c'est sûr que si ton process, c'est petite découverte légère de surface comme la majorité des vendeurs, longue présentation, puis je te dis que tu es bon, puis que c'est fait pour toi, puis que tu vas avoir des bons résultats, puis après ça, c'est whatever ce que la vie nous donne sur notre chemin, fait que des objections à pu finir, ben c'est sûr que tes appels peuvent pas être courts. Comme c'est ça le plus gros problème pour moi avec les objections tardives, c'est que les objections, ben, pas le plus gros problème, il y a d'autres gros problèmes, là, mais un des gros problèmes des objections tardives, c'est vraiment ça, guys, ça augmente la longueur de vos appels. Dans quel monde est-ce que c'est efficace de faire ça? C'est pas efficace. Si mon appel dépasse 1 heure, là, je viens de perdre, comme je viens littéralement de perdre comme individu parce que je suis pas productif, je suis pas à la hauteur de ce que je pourrais réellement être si je maîtrisais mieux ce que je fais. Fait que je suis contre-productif en ce moment. Pourtant, on se rentre dans la tête que c'est normal, mais ça fait aucun sens qu'on rentre dans un endroit où est-ce qu'on prenne bien plus de temps qu'1 heure. Là. 1 heure devrait être l'endroit où ça se finit. Puis mes appels de vente, là, c'est entre 30 minutes puis je vais dire 1 heure parce que ça arrive des fois, là, mais 30 à 45 minutes, c'est là-dedans que ça se trouve pour moi. Puis des fois, 1 heure, ça va arriver, là, mais en haut d'1 heure, si c'est votre